matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Hervé Juvin, ancien député européen, cofondateur du mouvement Les Localistes et auteur de ce livre vraiment que je recommande à tous, Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire aux éditions La Nouvelle Librairie. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Matinale. Je précise tout de suite que vous êtes, je crois, en Chine. Donc on va peut-être avoir un petit décalage de son, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Alors évidemment, le sujet aujourd'hui, Hervé Juvin, c'est tout simplement vous appeler à l'aide en fait face à l'arrivée de ce Mercosur annoncé triomphalement d'ailleurs par Ursula von der Leyen. On va lui donner la parole, on va lui donner passer l'extrait d'Ursula von der Leyen qui se réjouit de l'arrivée du Mercosur. Je vous passe cet extrait-là, puis après, on va se dire comment faire pour résister contre l'envahisseur agroalimentaire qui va continuer de détruire progressivement notre souveraineté alimentaire et puis surtout la qualité de nos produits. Alors écoutons une dernière fois Ursula von der Leyen. Europe is sending a strong signal. Donc l'Europe envoie un signal fort. Nous prenons nos priorités au sérieux. Et cet accord historique créera de la croissance, des opportunités et une plus grande prospérité pour les citoyens et les entreprises européennes. Nous créons la plus grande zone de libre-échange au monde. C'est un marché de 700 millions de personnes et l'Europe entame une nouvelle ère de coopération avec nos partenaires en Amérique latine et au-delà. Je vais donc bientôt me rendre au Paraguay pour signer l'accord. Voilà. Elle ira en effet au Paraguay. Attendez que je revienne sur mes fiches. Je vais vous retrouver cette date. Très prochainement, en tout cas, Ursula von der Leyen. Hervé Juvin. Pardon ? Je crois que c'est le 17 janvier. Oui, c'est ça, c'est le 17, exactement. Merci pour cette information. Alors, Hervé Juvin, comment fait-on aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, le Mercosur arrive, il est là, en tout cas sur la table. Alors, il reste la manifestation des agriculteurs, mais je ne suis pas sûre qu'elle ébranle vraiment cet accord. Comment fait-on aujourd'hui, non seulement pour protéger notre agriculture, et puis plus généralement pour revenir à un monde plus sain ? Il y a un torrent de commentaires sur cet accord avec le Mercosur. Je pense que c'est utile de rappeler quelques éléments techniques. Oui. Le premier que je n'entends pas souvent évoqué dans les débats, c'est que la Commission européenne a le monopole de l'ouverture des négociations commerciales et du suivi de ces négociations. C'est très important parce que ça veut dire que sur les accords commerciaux, et j'ai fait partie de la commission du Parlement européen sur le commerce international, donc je peux en parler, le Parlement européen est très largement dessaisi de toute capacité d'intervenir dans les négociations commerciales. De l'ouverture à la conclusion, c'est la Commission européenne qui a la main, donc ce sont les fonctionnaires européens, pour être clair. Le Parlement n'a de rôle qu'en ratifiant. Il est d'ailleurs extrêmement frappant de voir qu'alors que le Parlement n'a pas encore voté, tout se passe comme si l'accord était déjà ratifié. C'est quand même un premier point qui pose quelques questions sur l'état démocratique de l'Union européenne. Le second élément, il s'agit de quoi dans le Mercosur ? Évidemment, et pour des raisons très compréhensibles, vous braquez le projecteur sur l'aspect agricole. Si j'étais allemand, si j'étais espagnol, si j'étais italien, 3 pays qui soutiennent l'accord avec le Mercosur, je vous répondrais commerce de produits pharmaceutiques, commerce de machines-outils, commerce d'automobiles, commerce de produits chimiques et échange de services. Je vous dis cela pour une raison bien simple. Participant donc à la commission du commerce international, présidée par un Allemand, au demeurant charmant homme, j'ai maintes fois constaté que quand les choses devenaient sérieuses, c'est l'Allemagne qui négocie avec le reste du monde. Je crois que c'est très important d'en prendre conscience. Cet accord avec le Mercosur, c'est un bon accord pour l'Allemagne. Et cet accord avec le Mercosur, c'est probablement aussi un bon accord pour des raisons très différentes pour l'Espagne et pour l'Italie qui le soutiennent. Je dis cela parce que ça pose évidemment la question des équilibres au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans la quasi-totalité des accords internationaux, c'est l'Allemagne qui a la main. Alors, on pourrait revenir à l'histoire de l'Union européenne, au traité de l'Élysée, voulu par le général de Gaulle pour assurer ce qu'on pourrait dire l'autonomie stratégique de l'Europe face aux autres puissances, notamment aux États-Unis d'Amérique.
et qui a été trahi par le Bundestag, par le Parlement allemand, qui a ajouté un préambule qu'il y ait de manière irrévocable l'avenir de l'Europe aux États-Unis. Nous n'allons pas refaire l'histoire, mais ce qui est très clair aujourd'hui, et il faut probablement incriminer nos dirigeants successifs, c'est que dans tous les accords internationaux aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a la main. Oui. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est probablement un certain degré d'hypocrisie de la part des dirigeants français. J'entends des dirigeants politiques en perdition, évidemment, soutenir le combat des agriculteurs. Évidemment, dire que la France se bat, elle se battra jusqu'au bout pour ne pas ratifier l'accord. J'ai trop souvent l'impression d'entendre ce que j'ai entendu dans les années 90, où j'avais le plaisir d'accompagner un ministre français rentrant d'une négociation difficile à Bruxelles, disant « Bon, à Bruxelles, on est bien d'accord avec ce qu'ils font, maintenant il faut que j'explique aux caméras françaises que je me suis battu jusqu'au bout pour ne pas avoir cet accord. » J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans la prétendue opposition de l'accord des autorités françaises à cet accord avec le Mercosur, parce que la France ne manquerait pas de moyens si elle voulait les mobiliser pour stopper cet accord. Oui. Or, j'ai assez peu de doutes, même si la situation est assez chaotique au Parlement européen, j'ai assez peu de doutes que le Parlement européen va se rallier à Mme von der Leyen et va ratifier cet accord avec le Mercosur. Et je pense que c'est utile de manifester l'ambiguïté des pouvoirs publics français à cet égard. Très souvent, on se réjouit à Bruxelles d'un accord et on vient pleurer quand on arrive gare du Nord ou gare de l'Est. Ça n'est pas très sérieux. Cet accord, probablement, va en effet s'appliquer et cet accord, il va avoir des conséquences. Je pense que l'un des premiers sujets qui concerne tous les agriculteurs et qui est derrière les manifestations, c'est l'absence de clause miroir. C'est quoi une clause miroir? Une clause miroir lors d'un accord commercial international, c'est la clause qui dit on veut bien accepter vos produits, mais on se réserve le droit de contrôler si ces produits n'obéissent pas aux mêmes règles environnementales, sanitaires, etc., qui conditionnent les productions de produits équivalents dans notre pays, ces produits ne seront pas admis à entrer sur notre territoire. Alors j'ai entendu la ministre de l'Agriculture française évoquer la création de brigades de contrôle. Permettez-moi d'en sourire. Par rapport aux presque 100 000 tonnes de viande de bœuf qui vont arriver en France, par rapport aux 100 000 tonnes de volailles, etc., je ne suis pas très sûr que ces brigades de contrôle puissent avoir un effet dissuasif. Bien sûr. La question première importante, c'est en effet qu'on ne pourrait pas produire en France une partie, au moins des produits qui vont nous arriver du Mercosur. Nous avons probablement une grande illusion, et la Commission européenne s'est probablement bercée d'illusions quant à notre capacité d'aller contrôler sur place. Il y a eu des missions de la Commission européenne, c'est fort agréable d'aller voyager entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, la Bolivie, l'Uruguay, les 5 pays signataires du Mercato Común del Sur, qui sont la partie signataire du Mercosur pour l'Amérique latine. Rappelons que c'est à peu près 260 millions d'habitants. Mais chacun sait bien que dans les immenses exploitations agricoles du Brésil ou de l'Argentine, on a, j'ai envie de dire, une ferme modèle. On va vous montrer des bovins bien traités, on va vous montrer des volailles qui grandissent dans les meilleures conditions. La réalité de l'exploitation sur des dizaines de milliers de têtes de bétail ou de volailles, elle est complètement différente. Je mets fort en doute notre capacité européenne et française en particulier à contrôler la réalité des conditions de production de ce qui va arriver dans nos assiettes. Il y a un second sujet qui est tout à fait important dans les accords commerciaux internationaux et sur lesquels il y a souvent eu des oppositions fortes au sein du Parlement européen, c'est la nécessité de savoir ce qui arrive dans nos assiettes. C'est la question des labels, c'est la question des mentions d'origine et c'est la question des mentions de qualité. Et là encore, le combat ne fait que commencer. Il faudra évidemment que l'on sache si les produits, notamment en matière de viande, qui seront dans nos assiettes, si ces produits viennent ou non du Mercosur. Alors j'ai vu les décisions ou les annonces d'Alexandre Bompard, président de Carrefour, de M. Cotillard, président des Mousquetaires, Intermarché, disant qu'ils n'accepteraient pas les produits venus du Mercosur. Ça va être très intéressant de voir la suite. Ça va être très intéressant de voir si effectivement ils auront les moyens de contrôler la provenance des viandes de produits agricoles divers venant d'Amérique latine et s'ils vont appliquer ces décisions. Et c'est très intéressant parce que ça suppose que l'on connaisse. Ça suppose qu'on ait des mentions d'origine, qu'on ait des labels. Et je dois bien constater que dans maints cas, l'Union européenne et la Commission européenne fait tout
pour supprimer les mentions d'origine, pour que seul un petit nombre de labels soient reconnus. Et en gros, marché ouvert, les produits n'ont pas d'origine, on ne connaît pas leur zone de production, leur mode de production, et le consommateur est prié de l'acheter. Donc, pardon, mais pour le dire simple, on sent complètement l'arnaque. C'est-à-dire, on nous fait croire qu'on va lutter. Alors déjà, il y a l'arnaque politique. On nous fait croire qu'on lutte contre ce qui se passe et cette ouverture de marché, mais ça n'est pas le cas finalement au sein des institutions et de la Commission européenne. On nous fait croire qu'il y aura des clauses miroirs, mais ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôle de cette réciprocité et aucun moyen de contrôle, vous l'avez dit, de l'origine ou de la traçabilité des produits. Donc, encore une fois, là, votre discours n'est pas très rassurant en fait là pour le moment sur l'état des lieux, on va dire. Il n'est pas rassurant pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a pas de clause miroir dans cet accord avec le Mercosur, c'est-à-dire on s'est privé des conditions qui consisteraient à imposer aux producteurs dont les produits doivent être importés en Europe les mêmes conditions environnementales, sanitaires, etc., qu'on applique en France, notamment sur le plan des manipulations génétiques qui sont un énorme sujet de santé publique, mais on va certainement y revenir. Alors, si je suis pessimiste, je ne suis pas pessimiste de nature. Oui. Et les localistes, c'est un mouvement tellement optimiste. On peut reprendre le contrôle, et on peut reprendre le contrôle en améliorant nos conditions de vie. Je casse simplement ce qui, là aussi, est trop peu cité. J'ai connu pour la première fois les institutions de l'Union européenne à la fin des années 80, au début des années 80, à un moment où j'étais à la direction générale d'une fondation présidée par M. Raymond Barre, ancien Premier ministre. À ce moment-là, et je pense que c'est très important de s'en souvenir, en parité de pouvoir d'achat, les grands pays européens faisaient bénéficier leurs citoyens d'une parité de pouvoir d'achat équivalente à celle des États-Unis d'Amérique du Nord. C'était à peu près la même chose, et même dans certains pays, l'Allemagne ou la France étaient un peu supérieurs aux États-Unis. Eh bien, je vous pose la question. Après, maintenant, 30, 35 ans de dogme du libre-échange, après 30, 35 ans de prise de pouvoir quasiment absolue de la Commission européenne, oui. Après 35 ans de tous les dogmes du GATT, puis de l'OMC, etc., etc., j'entendais encore Madame von der Leyen que vous citiez, le plus grand marché du monde, la prospérité pour tous. Savez-vous, nous en sommes en parité de pouvoir d'achat. Ça a diminué. Nous en sommes à la moitié du pouvoir d'achat des citoyens américains. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'on a un constat. L'Union européenne, c'est un constat d'échec sur la paix parce qu'on a maintenant la guerre à nos frontières. Mais l'Union européenne, c'est aussi un constat d'échec majeur en matière de politique économique. Nous n'avons pas assuré la prospérité des citoyens européens. Je rappelle les chiffres. Aujourd'hui, un citoyen européen, son pouvoir d'achat, c'est la moitié du citoyen américain. C'était à peu près à égalité il y a 40 ans. Si vous considérez ça comme un grand succès économique du grand marché, de l'ouverture, etc., etc., j'aimerais que vous me l'expliquiez. Le grand problème de l'Union européenne, et en particulier de la Commission européenne, c'est qu'elle n'est jamais responsable de rien. Et on n'a jamais vu un fonctionnaire de la Commission européenne avouer un échec ou avouer qu'il avait mal appliqué une mauvaise politique. Nous sommes pourtant devant cette situation. Alors si j'en reviens davantage à cette question du Mercosur et de l'agriculture française, oui. Il ne faut pas se voiler la face. On a perdu plus de la moitié de nos exploitations en une vingtaine d'années. On est passé d'1 million à 400. On se dirige vers 300 000, en fait, vers le tiers. La majorité de ce qu'on appelle le monde agricole, c'est le monde du crédit agricole, c'est le monde du groupe Avril, c'est le monde des grosses sociétés d'investissement foncier, Monsieur Rousseau les connaît bien, c'est le monde des grands abattoirs industrialisés, c'est le monde des grandes marques, Béni, etc., etc. La réalité du monde de l'agriculture n'a plus rien à voir avec le monde de la ferme que peut-être vous, comme moi et beaucoup de nos auditeurs ont pu connaître dans leur enfance, qui continue de nous faire rêver ou fantasmer, mais qui est une imagerie fausse. Oui, mais Hervé Juvin, pardon, mais les agriculteurs qu'on voit aujourd'hui défiler, il y en a beaucoup qui sont encore sur ce vieux modèle. C'est peut-être c'est la dernière... Attendez, pardon. Parce qu'en nombre, oui, allez-y. Parce qu'en majoritaire, parce que ce sont quelque part aussi ceux qui entretiennent le territoire, ce sont ceux qui continuent pour beaucoup illustrer la qualité française, avec ces merveilleux produits de nos régions, ces merveilleux produits locaux que nous avons l'occasion pendant nos vacances ou lors de week-ends de déguster. Bref, ils maintiennent l'image de la qualité agricole française. Alors, est-ce qu'il faut opposer les deux ? Je sens bien qu'aujourd'hui, nombre de partis, notamment le Rassemblement national, fait le parti de la puissance,
en se ralliant aux arguments qui sont mis en avant, notamment par la FNSEA et par M. Rousseau. L'alimentation, c'est une question de puissance. Nous devons être des géants de l'agroalimentaire mondial. Je leur rappellerai d'abord que ce discours de la puissance, il se traduit aujourd'hui par un déficit de nos échanges alimentaires. La France, qui était une grande puissance agricole, au bout de ces discours, est devenue déficitaire. Nos importations dépassent désormais nos exportations en matière de produits agricoles. La deuxième chose, c'est que dans cette dimension industrielle, nous oublions complètement l'aménagement du territoire. Or, l'aménagement du territoire, ça compte. Oui. Est-ce qu'on l'on veut vraiment vide, occupé simplement par quelques géantes usines agricoles et par des ouvriers agricoles qui, il faut bien le dire, dans beaucoup de cas, seront du sous-prolétariat aux mains du machinisme, du crédit, de l'assurance et des grandes centrales et des grandes coopératives. Oui. Ça n'est probablement pas ce que nous voulons. Oui. Alors, sur ce point, on se dirige évidemment vers des propositions. Je me permettrai d'en aborder quelques-unes. Oui. La première proposition, elle est évidente. Vas-y. C'est qu'il faut des compléments agricoles de ceux qui entretiennent nos paysans, de ceux qui font vivre la France des terroirs. Il doit y avoir un revenu pour le localisme. Il doit y avoir un revenu pour l'excellence des produits qui se traduit par le respect des conditions de vie des animaux d'élevage, qui se traduit par le respect des conditions d'exploitation, notamment en matière d'utilisation de pesticides, d'herbicides, de manipulation génétique, etc. Il doit y avoir un revenu de complément pour cette agriculture. Et je pense qu'un effort de la grande distribution, on n'en a pas ici ou là des bribes. La grande distribution, quelquefois, c'est favoriser les producteurs locaux. Il faut aller plus loin, il faut institutionnaliser cela, et il faut donner quelque part un revenu à ceux qui contribuent à faire vivre nos territoires et à préserver la France que nous aimons. Oui. Deuxième décision majeure, celle-ci est évidemment beaucoup plus difficile. C'est tout simplement que nous savons qu'une partie significative du budget de la sécurité sociale est causée par la maladie, causée par les aliments hyper transformés. Oui. Je ne viendrai pas sur très chaud, je dispose des documents de certaines universités et centres de recherche américains, de la faculté de médecine de Londres, et c'est la politique actuellement appliquée par Robert Kennedy Jr. aux États-Unis. Oui, je précise, pardon. Oui. Je précise juste à ce sujet, Hervé Juvin, qu'on a fait une... pardon, on a un décalage de temps et de son. Je précise juste sur l'histoire de Robert Kennedy Jr., qui a fait un grand discours sur le sujet la semaine dernière, justement pour basculer radicalement la politique alimentaire et donc agroalimentaire, on est revenu sur le sujet hier. Donc vous pouvez retrouver, chers amis, si vous voulez avoir plus d'informations, la vidéo d'hier concernant ce grand basculement alimentaire qui est en jeu aux États-Unis et qui peut avoir des conséquences positives chez nous. Pourquoi pas, espérons. Pardon, je vous redonne la parole, Hervé Juvin. Il aura naturellement des conséquences politiques chez nous parce que le problème chez nous se pose. Le diabète infantile, le diabète des adolescents, les cancers précoces, les maladies dégénératives qui arrivent beaucoup plus tôt dans le cycle de vie, l'incapacité de se reproduire. Nous allons vers une génération où un nombre croissant de jeunes filles, de jeunes femmes et de jeunes garçons et de jeunes hommes seront incapables d'avoir des enfants. Tout ceci est très largement lié aux perturbations génétiques provoquées par les manipulations avec notamment des animaux qui ne peuvent plus se reproduire autrement que par insémination artificielle. Ouais. C'est largement provoqué par les abus de pesticides, herbicides, etc. Et là-dessus, il y a une chose très simple. Les fabricants d'aliments hyper transformés devraient participer aux dépenses de la sécurité sociale. On a bien demandé aux fabricants de cigarettes d'indemniser les victimes du tabac. Il faut demander aux fabricants d'aliments hyper transformés qui volontairement ajoutent des sucres, volontairement ajoutent des graisses, volontairement ajoutent des substances addictives à leurs produits. Il faut tout simplement leur demander de participer aux dépenses de la sécurité sociale et de participer à combler le déficit de la sécurité sociale qui, pour une large partie, vient de cette alimentation hyper transformée, hyper nuisible pour la santé humaine. Oui. C'est une proposition. Donc, comme proposition, si j'entends bien, redonner un revenu finalement par le biais des différentes grandes surfaces, qu'elles rémunèrent mieux elles-mêmes
les produits de qualité, l'élevage de qualité, voilà. Et puis, finalement aussi, faire en sorte que la sécurité sociale revalorise plutôt une alimentation saine plutôt que de soigner après coup les malades. Donc pour ça, demander à ceux qui, comme on le faisait pour le tabac, à ceux qui nuisent, de payer plus, c'est ça? De participer plus. Acteurs industriels d'aliments hyper transformés nuisibles à la santé, et aussi faire payer les acteurs de la restauration rapide qui n'utilisent que ces aliments hyper transformés. Il faut savoir que la restauration rapide, alors que la France produit, comme vous le savez, une viande globalement de très bonne qualité, la restauration rapide fait massivement appel à de la viande importée qui ne respecte pas les normes environnementales et sanitaires françaises. Eh bien, tout simplement, il faut les taxer, il faut leur demander de payer pour les dégradations de la santé française qu'elles font subir. Puis la troisième proposition, si je puis en ajouter une, la troisième proposition, elle est de nature un peu différente. La troisième proposition, mais je pense qu'elle est aussi importante, la troisième proposition, c'est tout simplement de donner davantage le choix au consommateur en améliorant son niveau d'information. Oui. Il faut revenir sur une tendance imposée par la Commission européenne qui est de supprimer les labels d'origine, supprimer les mentions d'origine, etc. Nous sommes localistes pour qu'on rétablisse le Made in France. Nous sommes localistes pour qu'on reproduise le produit en Auvergne par des producteurs auvergnats fiers de ce qu'ils produisent. Produit en Bretagne par des producteurs bretons fiers de ce qu'ils produisent. Ça rendra à l'agriculteur, ça rendra aux producteurs de produits alimentaires la fierté de bien faire, qui est une composante essentielle de son métier. Je pense que l'on l'a beaucoup perdu avec la financiarisation excessive de l'agriculture. Bien sûr. Je pense qu'il faut redonner à nos agriculteurs la fierté de leurs produits, la fierté de bien travailler, la fierté de satisfaire leurs clients, la fierté de bien représenter leur région, leur département, leur terroir d'origine. Et ça, c'est par les mentions d'origine qu'on le retrouvera. Il y a eu un combat de l'Union européenne pour détruire toute mention d'origine, pour détruire toute localisation et pour détruire aussi toute référence à une nation. Je pense qu'elles sont destructrices de la confiance et je pense qu'elles sont, in fine, destructrices de la valeur ajoutée. Oui. Il faut aux agriculteurs la fierté de leur métier. Hervé Juvin, il y a un autre point que je connais, que vous développez depuis bien longtemps, justement, qu'on entend dans le mot les localistes, c'est tout ce qui est le cercle vertueux du retour au circuit court. Vous l'avez un peu évoqué en disant que finalement, il fallait que les grandes surfaces revalorisent tout simplement les produits de qualité de nos régions. Mais je sais, puisque je vous ai lu, que le mouvement des localistes va au-delà de ça, puisque finalement, comme vous l'avez d'ailleurs signalé, la paysannerie, c'est non seulement ce qu'on va retrouver dans notre assiette, et c'est déjà très bien que les agriculteurs soient directement en lien avec ceux qui consomment ce qu'il y a dans leurs assiettes et qu'on arrête d'élargir la chaîne de l'agriculteur au consommateur. Mais plus que ça, il y a un cercle économique vertueux au retour au localisme, puisque finalement, plus on met de la distance des kilomètres, plus on casse ce lien, qui est un lien économique, un lien social, et qui nous permettrait, si on resserrait ce lien, de revenir aussi à une dynamique de village, de petites villes, comme on les connaissait avant. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Bien sûr, avec un premier élément qui n'est pas économique, qui est social. Oui. L'agriculteur, c'est aussi voisin. C'est quelqu'un qui fait partie de la communauté de vie, du village, de la petite ville, du quartier, etc., etc. Et c'est important. Je pense que c'est très important de garder des agriculteurs sur le territoire. Il faut arrêter l'hémorragie des exploitations avec les revenus de complément, je l'ai évoqué. Le point auquel vous faites allusion et qui en effet est tout à fait décisif, c'est de rappeler d'abord qu'un produit n'est jamais meilleur que quand il est consommé là où il est produit. C'est meilleur de manger des huîtres à Carantec où elles sont produites, c'est meilleur de manger tel ou tel fruit et légumes dans la zone de production, etc., etc. Pas la peine de développer ça, je pense que la plupart des Français en sont convaincus et ils le savent. Mais ça, il faut le valoriser et ça, il faut le faire reconnaître, comme vous le disiez, par les marques d'origine. Les circuits courts, en effet, mais les circuits courts, c'est un combat à mener au niveau de l'Union européenne contre les normes. Le jeu des grands producteurs industriels, le jeu des géants de l'agroalimentaire
c'est par les normes de détruire la capacité des producteurs de vendre directement leur production. Je vais prendre un exemple que chacun connaît s'il a fréquenté les fermes auberges. Chacun connaît s'il a connu ces régions de gibier où l'on jette par tonnes du gibier, sanglier, biche, chevreuil en surnombre, tout simplement parce que les conditions posées par l'Union européenne pour accepter cette viande dans le circuit commercial les rendent totalement inatteignables par le restaurateur local ou par le vendeur, le boucher local. C'est les cuisines en inox, c'est les chambres froides totalement séparées, etc., etc. Je pourrais rentrer davantage dans le détail. Ce sont des investissements supérieurs à 100 000 euros pour le boucher du coin ou pour le petit restaurateur qui voudrait tout simplement offrir du sanglier, du chevreuil tué par les chasseurs locaux à ses clients. Ça, c'est inacceptable. Et il faut bien considérer que le jeu des normes dans l'Union européenne, c'est le jeu qui permet aux géants de détruire et d'exclure du marché les petits producteurs et d'exclure du marché le circuit court. Tout l'enjeu des industriels, c'est d'interdire les circuits courts. On en a des exemples aussi bien pour les fruits et légumes que pour le gibier ou que pour la viande. C'est toute la question, par exemple, des abattoirs mobiles, qui serait une excellente réponse à la souffrance animale, qui serait une excellente réponse au quasi-monopole de certains abattoirs industriels qui, entre parenthèses, nous imposent de la viande halal sans que nous le sachions. Oui. Mais les abattoirs se voient pratiquement mis hors jeu par les normes européennes, tout simplement sur la dictée des grands groupes. Je terminerai parce que c'est totalement le combat des localistes, mais c'est un combat européen. C'est un mot un peu barbare, c'est la captation réglementaire. Il faut bien voir que la plupart des normes abordées, acceptées et mises en place par l'Union européenne visent moins la sécurité du consommateur, la santé du consommateur et le bien-être du consommateur que l'exclusion des petits producteurs ou leur mise sous dépendance par les grands trusts agroalimentaires américains, chinois ou d'ailleurs. Ça, c'est absolument inacceptable et il faudra tôt ou tard que la France demande des exemptions. La France est probablement, avec l'Italie et aussi un peu l'Espagne, le pays qui conserve le plus de produits locaux de grande qualité, de savoir-faire locaux, le pays des 300 fromages. Eh bien, il faut probablement que nous obtenions des exemptions si nous voulons sauver non seulement nos agriculteurs et notre agriculture de proximité, mais si nous voulons faire vivre les relations entre une population et ceux qui produisent la nourriture qu'elle va apprécier dans son assiette. Oui. Ça suppose de sortir d'un certain nombre de règles, de normes qui, je le répète, n'ont d'autre but que d'éliminer les petites, les moyennes exploitations au bénéfice des grands trusts dont malheureusement un certain nombre des dirigeants agricoles font partie. Hervé Juvin, c'est très clair, merci beaucoup. On a bien le bilan et on a bien les solutions. Maintenant, juste un point, une dernière question pour finir. Là, vous disiez c'est un combat qu'on doit mener au niveau de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne peut pas je sais pas, organiser un monde parallèle, puisque celui-ci n'a pas l'air de vouloir bouger pour le moment, où justement ce circuit court, ce retour au régionalisme soit possible? Bien entendu, c'est pourquoi je me refuse à employer des mots trop forts. Le Mercosur, c'est pas la mort de l'agriculture, etc., etc. Je pense que la violence n'a pas sa place en politique et la violence des mots non plus. Beaucoup de choses se passent. Vous savez, je suis proche de nombre d'organisations et d'initiatives environnementales, oui. Nombre d'initiatives pour les circuits courts ou pour les monnaies locales en France. Beaucoup de choses se passent. Je pense à l'action de France Nature Environnement, mais je pense à l'action d'associations comme Terre de Liens. Je pense à tous les combats de ceux qui s'organisent pour effectivement faire vivre les circuits courts, pour effectivement préférer acheter, y compris un peu plus cher, le produit à l'agriculteur local. Tous ceux qui, pendant leur week-end, vont faire valoir le producteur de viande local, etc., etc. Ce sont ces milliers, ces dizaines de milliers d'initiatives locales ancrées dans les territoires qui vont permettre de forger peu à peu l'agriculture de demain. Ça ne se fera pas facilement dans les cadres actuels. Et il est très clair qu'une partie des décisions récemment prises au niveau de l'État a consisté à rendre plus difficile le travail de ces associations de terrain, a consisté à criminaliser un certain nombre d'opérations de ces associations quand elles veulent lutter, par exemple, contre des exploitations industrielles, contre les méga-bassines, qui ne sont rien d'autre qu'un hold-up sur un bien commun qui est l'eau.
toutes les associations qui se battent contre la privatisation abusive de nos biens communs se voient quelque part attaquées, fragilisées, pour certaines criminalisées. Je pense que c'est un combat à conduire. Le combat doit être de réhabiliter tous les acteurs du territoire qui se battent pour une eau saine, pour des terres vivantes et pour que la ville l'emporte. Parce que très clairement, la culture du « je ne veux voir qu'une tête, seules les multinationales vont fournir l'alimentation des Français », ça n'est pas une politique de la vie, c'est une politique qui met en danger la santé, c'est une politique qui met en danger la vie de nos territoires, et pour finir, c'est une politique qui met en danger la France elle-même. Merci beaucoup Hervé Juvin. Et si vous le voulez bien, on peut regarder, puisqu'on nous demandait où étaient les agriculteurs aujourd'hui et pourquoi on ne les voyait pas, nous qui leur donnons la parole tous les jours en ce moment. Alors on a des images qui ont été prises par Alexandre Jardin, des agriculteurs de la FNSEA qui sont arrivés à Paris aujourd'hui. Alors c'est une image, ça nous arrive souvent comme ça quand c'est du reportage, qui nous arrive à l'envers. Bon, en tout cas, vous voyez les tracteurs toujours sous l'Arc de Triomphe, sauf que la petite différence avec les tracteurs qu'on a pu voir, nous, lorsqu'on suivait le mouvement agricole, notamment mené par la coordination rurale, c'est que ces tracteurs sont très bien escortés. Et je peux vous dire, je les ai vus en direct, je les ai suivis, parce que nous prenions la même route depuis l'autoroute pour arriver sur Paris avec ces tracteurs ce matin, au tout petit matin. Eh bien, ils sont très bien escortés par des motards. En fait, ils sont entourés, protégés par des motards. Et d'ailleurs, ils prenaient sur l'autoroute 2 lignes. Ce qui était impensable et infaisable avec les agriculteurs, notamment de la coordination rurale, qui étaient, eux, pas escortés, mais bloqués par des centaures. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. D'ailleurs, là, l'autre image que vous voyez, ce sont les tracteurs devant Louis Vuitton. Donc, c'est tout un symbole, en fait, évidemment. Comme le disait Hervé Juvin, eh bien, ces agriculteurs, voilà, on les voit dans le bon sens cette fois-ci, ces agriculteurs qui représentent là, cette fois-ci, non pas la petite paysannerie, mais les grands groupes tels que le groupe Avril. Alors, je ne dis pas que tous ces petits tracteurs-là sont dedans, mais on sait où se place le patron de la FNSEA et pourquoi d'ailleurs il n'a pas lutté réellement contre le Mercosur. Hervé Juvin, vous avez peut-être un dernier mot sur ce 2 salles, 2 ambiances? Il est clair que dans ce combat contre le Mercosur, dans ces défilés d'agriculteurs, je rappelle aussi les blocages de routes, je rappelle les manifestations ponctuelles sur nombre de parties du territoire, il y a évidemment un combat pour la représentativité du monde agricole. J'ai eu l'occasion de le connaître il y a bien longtemps, à un moment où la FNSEA avait pratiquement le monopole dans les chambres d'agriculture, et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc il faut bien voir que derrière tous les combats qui sont actuellement menés, il y a aussi un grand enjeu politique. Qui va contrôler le monde de demain? Ça n'est pas rien, parce que le monde agricole, ça continue de peser, c'est emblématique de la France, et le combat pour la représentativité du monde agricole, je pense que nous devons continuer à en parler, nous devons continuer à être très attentifs sur ceux qui prétendent représenter une agriculture, alors qu'en fait, il y a bien longtemps qu'ils n'ont jamais mis leurs bottes dans une ferme. Vous pensez à un syndicat plus qu'un autre, peut-être? Je pense peut-être à un syndicat plus qu'un autre, mais la question de beaucoup de dirigeants du monde agricole ou qui se prétendent agriculteurs est en effet posée. Oui, merci beaucoup Hervé Juvin. C'est une question qui se pose beaucoup d'ailleurs, celle des dirigeants du monde agricole aujourd'hui. Je pense notamment à certaines personnes qui ont posé des questions sur le dirigeant aussi de la coordination rurale. Ce sont des questions qui se posent, je les retransmets. Je n'ai pas d'avis sur la question, je préviens tout de suite. On a, nous, dans nos invités, des opinions divergentes. Donc voilà, sachez qu'on continuera d'en parler, de poser ces questions à travers nos différents invités et évidemment de suivre la crise agricole qui, elle, est réelle, la détresse des agriculteurs qui, elle, est réelle, la volonté des agriculteurs de se faire entendre et de ceux qui n'ont pas dormi, pas mangé pendant 4 jours pour se faire entendre dans le froid. Tout ça, c'est réel et ça, évidemment, on continue d'en parler. Merci infiniment Hervé Juvin pour cette analyse et surtout les solutions que vous proposez. Je rappelle aussi votre livre « Chez nous ». Pour en finir avec une économie totalitaire aux éditions de la Nouvelle Librairie.